TP partie 9, tirelire 9 et exception. Donc, dans les différents modèles de tirelire qu'on a développés jusqu'ici, les méthodes comme retirer ou déposer retournent un booléen vrai ou faux pour indiquer si l'opération a réussi. La tirelire modèle 9 lève une exception lorsqu'une erreur se produit au lieu de retourner un booléen. L'objectif est de fournir un message d'erreur plus précis à l'utilisateur. Donc, préalable, vous avez fait le TP partie 1 à 8 et le module 13 sur les exceptions avant de faire cette partie-là. Le plan, d'abord, on code la tirelire 9, ensuite on code la console 9, on s'occupe de sauvegarde et d'exception, on s'intéresse à un modèle de tirelire abstraite, on ajoute de la précision dans tout ça et on conclut. Donc, tirelire modèle 9. Donc, la tirelire modèle 9 possède un design sensiblement équivalent à celui de la tirelire 6. Donc, tirelire 6, tirelire 9, montant total, décimal, déposé, retiré, vidé. La même propriété avec les mêmes opérations. Cependant, ce qui les distingue l'une de l'autre, c'est les valeurs, ou si vous voulez, le type retour. Pour déposer, retirer et vider, on a un retour booléen, booléen décimal, alors que pour la tirelire 9, on a un void, void décimal. Pourquoi? Parce que ici, au lieu de retourner des booléens, on lève des exceptions. Donc, en C#, dans tirelire libre, codez la classe tirelire 9. Vous la voyez ici, tirelire 9, propriété, 3 méthodes. Et ici, vous avez un exemple de méthode, par exemple, déposer. Donc, pour déposer un montant en décimal, on garde si le montant est plus petit que 0. Si plus petit ou égal à 0, on lève un new argument out of range exception, mais au lieu de juste lever ça comme ça, on lui fournit des informations supplémentaires. Dans ce cas-là, les informations supplémentaires, c'est le nom de l'argument ici. Donc, name of montant. Ensuite de ça, la valeur fautive de l'argument. Donc, on passe le montant comme tel. Et après ça, pourquoi? Donc, parce que il est trop petit. Okay? Donc, le nom de l'argument, la valeur de l'argument et pourquoi? Parce qu'il est trop petit. Et si jamais tout va bien, bien évidemment, on incrémente le montant. Donc, ajoutez ensuite les tests fournis. Donc, le test, c'est celui-là, tirelire 9. Vous devriez avoir le test suivant qui passe. Donc, ceux-là avec vos initiales. Au lieu des miennes. Vous faites une saisie de ça. Et voilà, on a créé un nouveau modèle de tirelire qui fournit des notifications d'erreur plus précises, grâce à des exceptions. Et on peut faire maintenant un commit and push. Alors, étape suivante, la console 9. Donc, on veut créer et gérer une nouvelle instance d'une tirelire 9 dans la console. Donc, ajouter ici une nouvelle tirelire 9A et un menu pour y accéder. Schluck. Bon, le menu commence à prendre plus de place. Donc, dans Main, augmenter la taille de la fenêtre ainsi, console plus.7 Windows 16, 80, 35. Nouvelles opérations dans menu utile. Donc, dans menu utile, vous allez avoir besoin de nouvelles opérations car les méthodes déposées et retirées de tirelire 9 ont des signatures différentes et se comportent aussi de manière différente. Donc, au lieu de faire déposer avec une fonction qui prend un décimal en argument et qui retourne un booléen, on va plutôt déposer avec une action qui prend un décimal en argument et qui retourne void. Action, c'est une fonction qui retourne void. Même chose pour retirer. Au lieu de retirer à partir d'une fonction qui prend un décimal et qui retourne un booléen, on va retirer à partir d'une action qui prend un décimal en argument et qui retourne void. Évidemment, les actions, ça va être déposer et retirer. Vous codez ces méthodes-là. En fait, vous ne savez pas encore exactement comment les coder, mais on va ici illustrer un peu plus qu'est-ce qui se passe. Donc, ici, on explique pourquoi action décimale. Donc, comme on l'a dit, c'est une action parce que les méthodes déposées et retirées sont des méthodes qui retournent void.
Donc, des méthodes qui retournent void, c'est des actions, alors que des fonctions, func, c'est des méthodes qui retournent quelque chose qui n'est pas void. Donc, effectuer les opérations suivantes, donc déposer, déposer, retirer pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc ici, on voit que ça fonctionne. Effectuer maintenant une opération comme un dépôt négatif et il faut avoir un message d'erreur pertinent qui s'affiche qui ressemble à celui que vous avez ici. Donc impossible de déposer moins 5 $. Donc ici, on essaie de déposer un montant moins 5. Impossible de déposer 5 $, mais entre parenthèses, ça veut dire moins 5. Là. Et on dit le montant doit être positif. Vous faites ça. Si jamais on essaye de retirer un montant de 0, on dit impossible de retirer 0. Le montant doit être positif. Donc ça, c'est un dépôt négatif. Déposer, ça c'est un retrait négatif. Impossible de déposer 0, de retirer 0, pardon. Et ici, c'est un actif insuffisant. Donc, on a 400 $ dans la tirelire et on essaie de retirer 500. Impossible de retirer 500 $, actif insuffisant. Faites un message, vous affichez ça ici. Donc, en résumé, une instance de tirelire 9 a été ajoutée au TP Console. Il a fallu ajouter des nouvelles méthodes dans le menu utile pour traiter les signatures différentes et afficher convenablement les messages d'erreur appropriés en fonction des exceptions levées. On peut maintenant faire un commit and push. Sauvegarde et exception. Donc, que se passe-t-il si une exception se produit dans un programme comme MS Word pendant que vous éditez? Est-ce que vos dernières modifications sont perdues? Évidemment, on ne veut pas perdre des données. Donc, il s'agit d'un cas de figure archi courant dans de nombreux programmes informatiques. Intercepter les erreurs au plus haut niveau. Typiquement, vous allez intercepter les erreurs au plus haut niveau dans votre programme pour possiblement afficher un message d'erreur à l'utilisateur et ou loguer l'erreur quelque part. La plupart des logiciels modernes envoient des rapports d'erreur sur le net. Et ou encore sauvegarder autant que possible les données en cours. Donc, dans main, ajouter le code suivant. Donc, on fait un try du menu général.afficher. Puis, on fait un catch de invalid operation exception, X. Donc, normalement, ici, on catch invalid operation exception, mais normalement, il faudrait catcher carrément exception. Mais, pour, disons, faciliter le débogage et tout ça, on va se limiter à invalid operation exception dans ce cas-ci. Donc, on va afficher un message d'erreur. Donc, console plus pour un message d'erreur bloquant. Désolé, une erreur inattendue s'est produite. Le programme doit malheureusement fermer et on affiche le type d'exception et le message. Ensuite de ça, dans le menu général, ajouter une option pour planter le programme en levant une exception. Donc ici, l'option C, quand on la choisit, pouf, ça lève une exception et ça fait planter le programme, comme on voit ici. Donc, l'option C, ça fait planter. On affiche le message à ce moment-là. Désolé, une erreur inattendue s'est produite. Le programme doit malheureusement fermer. Invalid Operation Exception, FG dit boom. Donc, dans le message d'erreur, il doit avoir vos initiales. Robustesse. Donc, déposez maintenant 100 $ dans la tirelire 1, comme ici. Puis, faites planter le programme. Donc, on commence par déposer 100 $. On ne sauvegarde rien. On ne sauvegarde pas avant. On dépose 100 $. Et après ça, on appuie sur C. On fait planter le programme. Et on veut voir si nos données vont être sauvegardées. Alors, faites ça. Ensuite, réouvrez-le. Et normalement, les 100 $ devraient être là. Donc, ajoutez votre saisie dans la zone bleutée comme vous avez ici pour montrer que les 100 $ sont effectivement dans le programme. Donc, même si on a fait des opérations puis que notre programme plante, les données sont malgré tout sauvegardées. Alors, pourquoi ils sont sauvegardés? Excellente question. Parce qu'on aurait pu les sauvegarder ici, mais on n'a pas besoin de faire ça parce que le gestionnaire d'événements associé au process exit va quand même se mettre en branle quand une exception se produit. Puis qu'on l'intercepte, bien entendu.
On a ajouté un traitement au plus haut niveau dans main au cas où une erreur se produise. Pour tester ce cas de figure, une option pour planter le programme a été ajoutée. Le mécanisme existant avec ce gestionnaire d'événements, fait déjà le travail de sauvegarde, donc il n'y avait rien à faire de spécial en plus pour sauver nos données. On peut faire un committed push maintenant. Tirelire abstraite. Donc, si on regarde un peu maintenant qu'est-ce qu'on a codé, on voit que les classes tirelire 5, tirelire 6 et tirelire 9 ont la même propriété en commun, le montant total. Est-ce qu'on ne pourrait pas, disons, faire abstraction de tout ça et créer une espèce de tirelire plus généralisé? La réponse, c'est oui. Donc, on peut factoriser, c'est-à-dire prendre des propriétés ou des méthodes communes puis les mettre dans une classe abstraite de niveau supérieur. On peut faire ça, ok, pour factoriser des données communes ou alors des méthodes communes. Donc ici, on va créer un actif de base qui va être une nouvelle classe qui va implémenter un montant total et qui va, les trois autres tirelires en fait vont hériter de ce truc-là. Donc en C#, là pour l'instant, on va pas le mettre abstrait. On va me faire une classe normale. Donc j'ai sauté quelques étapes ici parce que des fois je ne me rappelle pas de ce que j'avais écrit. Donc vous allez définir une nouvelle classe active de base qui contient une unique propriété, comme vous voyez ici, montant total. Puis vous allez modifier les classes tirelire 5, 6 et 9 pour hériter directement de la classe active de base et éliminer la propriété correspondante. Comme vous voyez ici, la propriété a disparu de tirelire 5, 6 et 9 parce qu'elle est rendue dans active de base. Vous allez ensuite retester tout pour valider que tout fonctionne encore correctement. Donc par exemple, tirelire 5, tirelire 6 et tirelire 9. Normalement, tous les tests devraient passer. Donc, on se pose maintenant la question classe abstraite ou instantiable. Donc, la classe active de base sert à factoriser une propriété commune à plusieurs modèles de tirelire. Il n'est pas nécessaire de pouvoir créer une instance d'un actif de base. En fait, ça sert strictement à rien. Une telle instance n'aurait aucune opération possible et son montant total serait bloqué à 0 pour sa durée de vie. Pour bien indiquer dans notre programme que cette classe ne devrait pas être instanciée, on va la rendre abstraite. C'est à ça que ça sert une classe abstraite. C'est une classe qui sert à être héritée, mais qui ne doit pas être instanciée. Donc, on va rajouter le public abstract class active de base. Donc, on va mettre abstract, on va rajouter ça. Donc, ce faisant, la classe active de base devient une classe abstraite. Dans le modèle, ici, on va mettre un A pour une classe abstraite, comme vous voyez, et l'actif de base est écrit un peu en italique en ce temps-là, automatiquement. Donc, on vient de créer ici une classe abstraite. Ensuite de ça, on peut même pousser un peu plus la factorisation en créant une seconde classe abstraite qu'on va appeler actif vidable. Donc, comme vous voyez ici, actif vidable, c'est une classe abstraite qui va faire en sorte que la méthode décimale, parce que la méthode vidée de tirelire 6 et tirelire 9 est identique. C'est la même méthode. Donc, pourquoi la coder deux fois? On va la mettre dans une classe abstraite active vidable et nos tirelire 6 et 9 vont hériter de cette méthode-là vidée qui va être commune aux deux classes. Donc, vous allez faire ce qui est nécessaire pour ceci. Vous le faites. Donc, en fait, vous le faites. Je pense que c'est ici qu'on le fait à la diapo suivante. Donc, à la diapo suivante, ici, vous allez factoriser. Ici, en créant, bon, on a l'actif de base avec le montant total. On a l'actif vidable avec la méthode vidée. Finalement, on a la tirelire 5 comme ceci et la tirelire 6 avec juste déposer et retirer. Et la tirelire 9 avec juste déposer et retirer. Vous allez ensuite, ici, d'abord retester votre programme manuellement. Tout devrait fonctionner comme avant. Et vous allez aussi rajouter un test additionnel qui va être le test actif ou désactif. Vous allez rajouter ce test-là. Vous allez modifier mes initiales par les vôtres. Et vous allez tester, comme d'habitude, ici. Vous devriez avoir tous les tests qui passent. Donc, en résumé, on a utilisé des classes abstraites pour factoriser des méthodes et des données communes à plusieurs classes. On peut faire un commit and push.
Dernier point en ce qui concerne la précision. Donc, actuellement, c'est possible de déposer ou de retirer des montants qui sont trop précis. Mais évidemment, ça ne devrait pas être possible. Donc, par exemple, on pourrait déposer disons, 10 millième de cent, comme on voit ici. Donc, déposer 0.0001. Est-ce que vous pouvez faire ça si vous allez à la banque? Dites, madame, j'aimerais déposer 1 centième de cent dans mon compte. Ça ne marchera pas. OK? Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, modifiez le code de tirelire 9 et le code de menu utile pour détecter ces situations où le montant entré contient trop de précision. Un message d'erreur approprié doit s'afficher, voir les saisies subséquentes. Pour détecter un surplus de précision, il y a quelques techniques qu'on vous présente dans les prochaines diapos. D'abord, il y a la technique modulo d'un flottant. Donc, grâce à l'opérateur modulo, on peut aisément isoler la partie fractionnaire d'un nombre. Par exemple, si vous prenez math.pi, ça c'est la valeur de pi, si on fait math.pi modulo 1, ben, ça va enlever la partie entière de notre nombre. On va se retrouver avec 0. Blablabla. Si on fait math.pi 0.1, on va supprimer la partie entière et la première décimale de notre nombre pi. Si on fait modulo 0.01, on va supprimer la partie entière et les deux premières décimales du nombre. Et ici 0.001, on va supprimer la partie entière et les trois premières décimales du nombre, etc. Comprenez le principe. Donc, à partir de là, vous voyez comment vous pourriez détecter les excès de précision. Un autre moyen de détecter les excès de précision, c'est d'arrondir, utiliser math.round. Par exemple, si vous avez un nombre 1.234, puis vous faites un math.round n,2, donc vous arrondissez votre nombre à deux chiffres après la virgule ou le point, et vous regardez si l'arrondissement est égal au nombre lui-même. Si c'est égal, c'est parce que le nombre n'était pas trop précis. Si c'est différent, c'est parce que le nombre était trop précis. Donc, on voit ici que ça, c'est égal à false parce qu'il est trop précis. Et ça, ici, c'est égal à true parce que la précision est convenable. Personnellement, je préfère cette méthode-là, mais vous pourriez utiliser tout aussi bien celle-ci. Donc, pour maintenant voir qu'un message d'erreur s'affiche convenablement, tentez de déposer, en fait, commencez par déposer un premier montant, 111,11 $, puis ensuite de ça, tentez de déposer un montant trop précis. Donc, on a commencé par déposer ça. On a un actif dans notre tirelire 9A, et ensuite de ça, on tente de déposer un montant comme 1.234, et on nous dit impossible de déposer des fractions de cent, le montant est trop précis. Vous faites une saisie. Donc ça, c'est un dépôt trop précis. Et ensuite, on essaie de faire un retrait trop précis. Donc toujours avec notre tirelire qui contient 111,11 $, on essaie de retirer 12,345 $. Et on nous dit que c'est impossible de retirer des fractions de cent, le montant est trop précis, encore une fois. Donc, une fois que vous avez testé tout ça, etc., vous pouvez ajouter le fichier de test tester-tirelire 9 précision. Et vous allez avoir, à ce moment-là, vous modifiez aussi, c'est-à-dire je pense qu'il n'y a pas besoin de modifier pour vos initiales, c'est déjà fait. Donc, les méthodes doivent lever une exception du type approprié avec le message approprié. Donc, le test va évidemment vérifier ça. Donc, vous avez ici les nouveaux tests, en fait, là, déposés avec précision, retirés avec précision, c'est les nouveaux tests qui s'ajoutent. Et normalement, tout devrait passer. Vous faites votre saisie ici. Donc, notre programme détecte maintenant les montants trop précis et empêche que de tels montants puissent se retrouver dans la tirelire. Vous pouvez maintenant faire un commit and push. En conclusion, le modèle 9 rapporte ses erreurs par le biais d'exceptions. Les messages d'erreur sont alors plus pertinents pour l'utilisateur qu'un simple retour booléen. On peut améliorer la robustesse d'un programme en interceptant au plus haut niveau, dans le main, les exceptions inattendues et apporter une réponse appropriée, comme
comme par exemple sauvegarder des données ou afficher un message d'erreur ou loguer les erreurs. Les classes abstraites permettent de factoriser les données et les méthodes non statiques communes à plusieurs classes. Dans les questions monétaires, il n'y a pas que le minimum et le maximum qui comptent, la précision compte aussi. Saisissez maintenant votre historique comme on a appris à le faire jusqu'ici. Finalement, vous pouvez procéder à votre auto-évaluation sur 10 et remettre le tout sur les A comme d'habitude avec votre résultat, votre auto-évaluation et le temps que ça vous a pris. Voilà.